Le soleil de juin caressait les vignobles provençaux lorsque Pierre Dupont déposa la dernière bouteille de Château Margaux dans le panier en osier. Son regard balaya l'horizon vallonné de la campagne d'Aix-en-Provence, où des champs de lavande ondulaient sous la brise légère. À 52 ans, Pierre avait bâti un empire viticole envié dans toute la France, mais la fortune amassée n'avait jamais comblé le vide qui habitait son cœur. « Tu as pensé à tout, mon chéri ?» La voix d'Élise, à la fois douce et calculatrice, interrompit ses pensées. Sa femme, depuis 8 ans, resplendissante dans sa robe d'été blanche, arrangeait méticuleusement la nappe sur l'herbe. « Comme toujours, » répondit Pierre, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Leur mariage, autrefois passionné, s'était transformé en une façade élégante, dissimulant des ambitions divergentes. Pour le monde extérieur, ils formaient le couple parfait. Lui, le magnate du vin autodidacte. Elle, l'ancienne mannequin devenue l'hôtesse irréprochable des soirées les plus exclusives de la région. Élise lui tendit un verre de vin rouge, ses yeux verts étincelant d'une lueur indéchiffrable. « Un toast à notre anniversaire », murmura-t-elle. « 8 ans, aujourd'hui. » Pierre porta le verre à ses lèvres, humant d'abord le bouquet, une habitude professionnelle. Une légère note amère l'intrigua, mais il l'attribua au tanin du millésime particulier. Il but une gorgée généreuse, savourant le liquide velouté. « J'ai une surprise pour toi », annonça Élise, sortant une enveloppe de son sac. « J'ai réservé ce voyage en Polynésie dont tu parlais. Juste nous deux, loin de tout. » Pierre fronça les sourcils, perplexe. « Je n'ai jamais mentionné la Polynésie. » Le sourire d'Élise se figea imperceptiblement. « Oh, j'étais certaine que c'était ton rêve. » Elle reprit l'enveloppe, la rangeant avec une indifférence étudiée. « Peu importe, nous pouvons choisir une autre destination. » Une douleur sourde commença à naître dans l'estomac de Pierre, d'abord légère, puis rapidement lancinante. Il reposa son verre, la main tremblante. « Je ne me sens pas bien », articula-t-il difficilement. Élise l'observait, son visage désormais dépourvu d'émotion. « Le vin ne te plaît pas? C'est pourtant un grand cru. » La douleur s'intensifia, irradiant dans tout son corps. Pierre tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» parvint-il à murmurer, la vision troublée par la sueur qui perlait sur son front. Élise se pencha vers lui, son parfum coûteux enveloppant Pierre comme un linceul. « Tu n'as jamais vraiment su me voir, Pierre. 15 ans à travailler pour construire ton empire, et tu m'as épousé sans même me connaître. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit embrumé de Pierre. Les longues absences d'Élise, ses appels mystérieux, les documents qu'elle lui faisait signer pendant qu'il était absorbé par ses affaires. « Pourquoi ?» souffla-t-il. « Tu m'as donné accès à ton empire, mais jamais à ton cœur, » répondit-elle, calmement, rassemblant ses affaires. « J'ai attendu, Pierre. J'ai attendu que tu t'ouvres, que tu me vois comme plus qu'un trophée. Mais tu es incapable d'aimer. » La silhouette d'Élise devint floue devant les yeux de Pierre, alors qu'il s'effondrait sur la nappe. Il l'entendit vaguement appeler quelqu'un sur son téléphone. « C'est fait, » dit-elle. « Non, personne ne nous a vus. Cette zone est isolée. C'est pour ça que je l'ai choisie. » Pierre lutta pour rester conscient, son corps parcouru de spasmes, douloureux. Il comprit avec horreur qu'Élise avait tout planifié, le pique-nique isolé, le vin empoisonné, son apparent désapparaissement. Sa dernière vision fut celle de sa femme s'éloignant vers sa voiture, le laissant seul parmi les vignes, son visage reflétant non pas le remords, mais le soulagement. Le soleil déclinait à l'horizon lorsque Camille Moreau, une jeune femme de 28 ans aux boucles châtaines, emprunta le sentier traversant les vignobles pour rentrer chez elle. La journée avait été longue à la petite épicerie d'Aix, où elle travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est alors qu'elle le vit, gisant inconscient sur l'herbe piétinée. « Maman! Grand-mère !» cria Camille,
essoufflés après avoir pratiquement porté l'homme inconnu jusqu'à leur modeste mât provençal. « Venez vite !» Isabelle Moreau apparut sur le seuil, son visage marqué par la maladie, mais ses yeux toujours vifs. Derrière elle, Mathilde, une septuagénaire au port droit et au regard perçant, évalua immédiatement la situation. « Pose-le sur le canapé », ordonna Mathilde, retroussant déjà ses manches. « Isabelle, apporte-moi ma mallette d'herbe. » La petite maison s'anima soudain d'une énergie nouvelle. Depuis 3 générations, les femmes Moreau étaient connues dans la région pour leur connaissance en phytothérapie traditionnelle provençale. Ce savoir, transmis de mère en fille, avait sauvé bien des vies quand la médecine moderne faisait défaut ou coûtait trop cher. Mathilde examina l'homme avec des gestes précis. Pouls faible, pupilles dilatées, sueur froide, on dirait un empoisonnement. Camille, fais bouillir de l'eau et prépare une infusion de chardon-marie, de pissenlit et d'ortie. Camille s'exécuta sans poser de questions. À travers la fenêtre ouverte, elle entendait les cigales chanter dans le jardin où elles cultivaient leurs plantes médicinales. Ce jardin, modeste mais soigneusement entretenu, était leur trésor familial, un héritage plus précieux que l'or. « A-t-il des papiers sur lui ?» demanda Isabelle, s'appuyant lourdement sur sa canne. Camille fouilla délicatement les poches de l'homme et en sortit un portefeuille en cuir fin. « Pierre Dupont », lut-elle sur une carte de visite ornée d'un logo élégant. « Président de Vignoble Dupont. » Mathilde et Isabelle échangèrent un regard. Même dans leur petit hameau, la réputation des vignobles Dupont était connue. L'entreprise possédait des terres aussi loin que l'œil pouvait voir autour d'Aix-en-Provence. « Il faut appeler la police », suggéra Isabelle, toujours pragmatique malgré sa santé fragile. Mathilde secoua la tête. « Pas avant de l'avoir stabilisé. Regarde son alliance, il est marié. Pourquoi un homme de son statut se retrouverait-il abandonné dans un champ? Quelque chose ne tourne pas rond. » Pendant 2 jours, les 3 femmes veillèrent sur Pierre à tour de rôle, administrant des remèdes à base de plantes pour contrer le poison qui coulait dans ses veines. Mathilde reconnut les symptômes d'un empoisonnement à l'aconite, une plante mortelle qu'elle cultivait elle-même avec d'infinies précautions pour ses propriétés analgésiques. Le 3e jour, alors que l'aube pointait à peine, Pierre ouvrit les yeux. Son regard, confus, se posa sur Camille qui somnolait sur une chaise près du canapé. La jeune femme se réveilla en sursaut, surprise par le mouvement. « Où suis-je » murmura Pierre, la voix rauque. « Vous êtes en sécurité » répondit doucement Camille. « Je vous ai trouvé inconscient dans les vignes. Ma grand-mère et ma mère vous ont soigné. » Pierre tenta de se redresser, mais retomba, faible. « Qui suis-je » La question surprit Camille. « Vous ne vous souvenez pas? Vous vous appelez Pierre Dupont. » Ces mots ne suscitèrent aucune réaction de reconnaissance dans les yeux de l'homme. Mathilde, qui venait d'entrer, échangea un regard entendu avec sa petite fille. « L'aconite peut parfois affecter la mémoire, » expliqua Mathilde en s'approchant. « Je suis Mathilde Moreau, et voici ma petite fille, Camille. Vous avez été empoisonné, monsieur Dupont. » Pierre porta une main tremblante à son front. « Je ne me souviens de rien, absolument rien. » Sa voix trahissait une panique grandissante. « Calmez-vous, » intervint Isabelle, qui entrait avec une tisane fumante. « La mémoire reviendra peut-être avec le temps. Pour l'instant, vous devez reprendre des forces. » Le monde de Pierre s'était réduit à cette pièce aux murs patinés par le temps, meublée simplement mais avec goût. Par la fenêtre, il apercevait un jardin foisonnant de plantes qu'il ne reconnaissait pas. Tout lui semblait étranger, y compris son propre reflet dans le miroir accroché au mur. Pendant ce temps, à 100 kilomètres de là, dans une somptueuse villa surplombant la Méditerranée, Élise Dupont recevait les enquêteurs de la police nationale, avec une expression parfaitement composée de désespoir et d'inquiétude. Cela fait maintenant 1 semaine que Pierre Dupont, PDG des prestigieux vignobles Dupont, a mystérieusement disparu.
annonçait le présentateur du journal télévisé régional. L'écran montrait une photo de Pierre en costume impeccable, lors d'une réception. Son épouse, Élise Dupont, lance un appel désespéré à toute personne possédant des informations. Le visage d'Élise apparut, savamment maquillé pour masquer son manque de sommeil. Du moins, c'est ce qu'elle voulait. Faire croire. Je supplie quiconque aurait vu mon mari de contacter la police, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Pierre, si tu peux m'entendre, sache que je t'attends. Reviens-nous. Dans le petit salon des Moreau, Isabelle éteignit le téléviseur, avec un froncement de sourcils. Cette femme ment, déclara-t-elle simplement. Camille, qui préparait le déjeuner, se tourna vers sa mère. Comment peux-tu en être si sûre? 50 ans à observer les gens m'ont appris à reconnaître un mensonge, répondit Isabelle. Ses yeux ne reflètent pas la douleur qu'exprime sa voix. Dans le jardin, ignorant qu'on parlait de lui à la télévision nationale, Pierre aidait Mathilde à récolter des herbes médicinales. Après 10 jours de convalescence, il avait retrouvé assez de force pour se tenir debout, mais sa mémoire restait un vaste territoire vierge. Seuls quelques fragments lui revenaient parfois en rêve. Le tintement de verre de cristal, l'odeur des chais, le goût du vin. Cette plante, expliquait Mathilde, lui montrant une tige aux feuilles dentelées, c'est de l'achillée millefeuille. Elle cicatrise les plaies et purifie le sang. Pierre écoutait avec une attention sincère que Mathilde n'avait jamais observée chez les hommes d'affaires, qui, parfois, venaient la consulter discrètement. Cet homme aux mains désormais calleuses par le travail au jardin ne ressemblait en rien aux magnates du vin que les journaux décrivaient. « Grand-mère !» intervint Camille en apportant une cruche d'eau citronnée. « Nous devons parler de notre situation. Les économies s'épuisent et le traitement expérimental pour maman coûte de plus en plus cher. » La maladie d'Isabelle, une forme rare de leucémie, nécessitait des soins coûteux que leurs modestes revenus peinaient à financer. Les plantes de Mathilde soulageaient les symptômes, mais ne pouvaient guérir le mal qui rongeait lentement Isabelle. Pierre ressentit un pincement au cœur en observant l'échange. Ces femmes l'avaient sauvé, nourri, hébergé sans rien demander en retour, alors qu'elle-même luttait pour survivre. « Je peux travailler », proposa-t-il. « Je ne sais pas qui j'étais, mais mes mains sont solides. Je pourrais aider aux vendanges qui approchent. » Le regard que lui lança Camille était indéchiffrable, mélange de gratitude et d'inquiétude. « Et si quelqu'un vous reconnaît ?» Pierre n'avait pas pensé à cette éventualité. Son instinct lui soufflait de rester caché, comme si un danger l'attendait au dehors, bien qu'il ne pût l'identifier. Cette nuit-là, un orage éclata sur la Provence. Pierre se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur. Dans son rêve, une femme aux yeux verts lui tendait un verre de vin, son sourire ne dissimulant pas entièrement la froideur de son regard. « Je ne l'ai jamais vraiment aimé », murmura-t-il dans l'obscurité, surpris par ses propres paroles. À des kilomètres de là, Élise Dupont recevait dans son bureau Laurent Mercier, directeur financier des vignobles Dupont et ami d'enfance de Pierre. « Les actionnaires s'impatientent, Élise », déclara Laurent. « Sans corps, sans preuve. Pierre reste légalement le PDG. » Élise fit tourner machinalement son alliance. « La procédure pour déclarer une personne disparue prend des mois, Laurent. Nous n'avons pas ce temps. »« À moins, » suggéra Laurent, hésitant, « que tu ne possèdes une procuration. » Le sourire d'Élise s'élargit imperceptiblement. Pierre a toujours été prévoyant. Il m'a effectivement signé une procuration générale l'an dernier. J'attendais juste le bon moment pour la mentionner. Laurent l'observa longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Je connais Pierre depuis 30 ans, Élise. Il n'aurait jamais signé un tel document à moins d'y être persuadé. » L'automne avait pris possession de la Provence, teintant les vignobles d'or et de pourpre. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camille avait trouvé Pierre. 3 mois durant lesquels il était devenu
presque imperceptiblement, un membre à part entière de la famille Moreau. Chaque matin, il se levait à l'aube pour travailler dans le jardin médicinal avant de rejoindre l'équipe de vendangeurs dans un domaine voisin, où il s'était présenté sous le nom de Paul Martin. Ses mains, autrefois habituées à signer des contrats, manipulaient désormais avec adresse sécateur et hotte de vendange. Ce soir-là, rentrant éreinté mais satisfait, Pierre trouva Isabelle assise sous la treille, plus pâle que d'habitude. « Lana, séance de chimiothérapie a été difficile aujourd'hui, » expliqua-t-elle, répondant à sa question silencieuse. « Mais ne t'inquiète pas, j'ai connu pire. » Pierre s'assit près d'elle, contemplant le ciel rougeoyant. « J'aimerais pouvoir faire plus, » dit-il doucement. Isabelle posa sa main frêle sur la sienne. « Tu fais déjà beaucoup, Pierre. Tu as apporté de la joie dans cette maison. » Je n'avais plus vu Camille sourire ainsi depuis longtemps. Comme invoquée par ces paroles, Camille apparut, portant un plateau avec 3 verres et une carafe de Bantwassetsa, sirop de lavande fait maison. Pierre se leva pour l'aider, leurs mains se frôlant brièvement. Ce contact, apparemment anodin, provoqua en lui une onde de chaleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, du moins pas dans sa mémoire actuelle. « J'ai reçu une proposition aujourd'hui », annonça Camille, s'asseyant près de sa mère. Le domaine des Garrigues cherche un assistant pour leur œnologue. Quand ils ont vu comment Pierre identifiait les cépages par une simple odeur, ils ont pensé qu'il avait un talent naturel. Pierre resta silencieux, troublé. Ces dernières semaines, des bribes de connaissances lui revenaient spontanément. Comment déguster un vin? Comment évaluer la qualité d'un cépage? Des termes techniques qu'il utilisait sans même réfléchir. Son passé commençait à percer le voile de l'amnésie. Cette nuit-là, un nouveau rêve l'assaillit, plus vivide que les précédents. Il se voyait dans un immense bureau, aux murs couverts de diplômes et d'accolades. Face à lui, une femme, Élise, il en était certain maintenant, lui tendait un document. « C'est juste une formalité, mon chéri, » disait-elle de sa voix mélodieuse. « Une procuration au cas où tu serais indisponible. Tu sais combien les banques sont strictes de nos jours. » Dans son rêve, il signait sans lire, son attention déjà ailleurs, sur un appel qu'il devait passer, une réunion qui l'attendait. L'indifférence qu'il ressentait envers cette femme qui partageait sa vie le frappa soudain. Pierre se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il comprenait maintenant. Élise l'avait manipulé pour obtenir le contrôle de son entreprise. L'empoisonnement, la mise en scène de sa disparition, tout s'éclaircissait dans son esprit. Le lendemain, incapable de contenir sa découverte, il partagea ses souvenirs avec Mathilde, pendant qu'il préparait une décoction. « Si ce que tu dis est vrai, » réfléchit la vieille femme, « cette Élise pourrait être dangereuse. Tu devrais peut-être contacter la police. » « Sans preuve ? Elle nierait tout, » répondit Pierre. « Et il y a autre chose. » Il hésita avant de poursuivre. « Je ne suis pas sûr de vouloir redevenir cet homme, Mathilde. Ce Pierre Dupont que je vois dans mes souvenirs était vide, riche, puissant, mais vide. »« Alors qui veux-tu être ?» demanda Mathilde, ses yeux perçants semblant lire jusqu'au fond de son âme. Pierre n'eut pas le temps de répondre. Camille fit irruption dans la cuisine, agitant un journal. « Pierre, regarde ça !» Elle lui tendit la Provence, le quotidien régional. En première page s'étalait une photo d'Élise Dupont, resplendissante dans un tailleur gris perle, sous le titre « Élise Dupont prend les rênes des vignobles. Dupont, mon mari aurait voulu que je poursuive son œuvre. » La salle de conférence du siège des vignobles Dupont bourdonnait de conversations. Les journalistes, actionnaires et employés attendaient avec impatience l'apparition d'Élise Dupont, qui devait officialiser sa prise de direction. Les portes s'ouvrirent enfin et Élise fit son entrée, éblouissante dans un ensemble Chanel noir. Laurent Mercier la suivait,
l'air tendu malgré son sourire de circonstance. « Mesdames et messieurs, commença Élise, je vous remercie d'être présents en ce jour important. Comme vous le savez, après 6 mois sans nouvelles, nous devons accepter la réalité. Mon mari bien-aimé ne reviendra probablement jamais. » Des murmures compatissants parcoururent l'assemblée. Élise poursuivit, la voix légèrement tremblante, une performance parfaitement calibrée. Pierre aurait voulu que l'entreprise continue à prospérer. C'est pourquoi, en vertu de la procuration qu'il m'a confiée, j'assumerai désormais la présidence des vignobles Dupont. Cette procuration est-elle valide si votre mari a été assassiné, Madame Dupont? La question, lancée depuis le fond de la salle, figea l'assistance. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de parler. Grand, le teint hâlé par des mois de travail en extérieur, il s'avança d'un pas assuré. Élise blêmit, ses doigts se crispant sur le pupitre. « Pierre » souffla-t-elle, incrédule. « Bonjour, Élise » répondit Pierre, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. « Tu sembles surprise de me voir. Pourtant, tu devrais savoir que l'aconite n'est pas toujours fatale lorsqu'on est secouru à temps. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Laurent Mercier fit un pas en avant, comme pour protéger Élise, mais celle-ci le repoussa d'un geste. « Je ne comprends pas ce que tu insinues, » répliqua-t-elle, tentant de reprendre contenance. « Tu as disparu pendant des mois sans donner signe de vie, et maintenant tu débarques avec des accusations ridicules ?» Pierre sortit de sa poche un petit flacon contenant un liquide ambré. « Ce vin, Élise, celui que tu m'as servi lors de notre dernier pique-nique, j'en ai conservé un échantillon. Les tests toxicologiques sont formels. Il contient une dose mortelle d'aconitine. » Des exclamations choquées éclatèrent dans la salle. Quelqu'un appela la sécurité, d'autres dégainaient, déjà leur téléphone pour filmer la